il existe, c'est vrai, une définition spécifique du groupe en matière d'épargne salariale, définition qu'on ne retrouve pas dans d'autres domaines du droit, comme par exemple celui du licenciement pour motif économique ou celui du comité de groupe. En matière d'épargne salariale, un groupe est constitué d'entreprises qui entretiennent entre elles des liens économiques et financiers. Donc c'est une définition qui est extrêmement large, puisqu'elle va bien au-delà des seuls liens capitalistiques qui peuvent exister entre deux sociétés. Par exemple, deux entreprises qui lancent un produit, un nouveau logiciel informatique, peuvent constituer un groupe au sens épargne salariale et mettre en place un dispositif d'intéressement en commun, un dispositif de participation en commun, voire un plan d'épargne de groupe. La seule exigence qui est posée par l'administration, c'est que les liens économiques et financiers entre ces deux entreprises soient suffisants et aient une certaine stabilité dans le temps. Après, il est vrai qu'en pratique, la plupart du temps, les dispositifs d'épargne salariale sont mis en place dans des groupes au sens traditionnel du terme, au sens code de commerce, mais là encore, les parties bénéficient d'espaces de liberté importants puisqu'elles peuvent décider d'inclure telle filiale et non telle autre, d'inclure la holding ou de ne pas inclure la holding. À côté de cela, c'est vrai qu'il y a des réserves à apporter, notamment pour tout ce qui concerne les dispositifs d'actionnariat salarié, pour lesquels la définition du groupe est beaucoup plus restreinte. On peut citer par exemple les augmentations de capital qui sont effectuées via le plan d'épargne et qui doivent être effectuées entre des sociétés qui appartiennent à un même périmètre de consolidation des comptes. Alors oui, il peut exister des avantages à négocier au niveau du groupe, même si évidemment ça dépend de la situation de chaque structure. Mais l'un des avantages de mettre en place un dispositif salarial au niveau du groupe, c'est de pouvoir combiner en fait les différents niveaux d'épargne. Par exemple, un schéma qui fonctionne bien et qui est très répandu, c'est celui de la mise en place d'un accord d'intéressement au niveau du groupe d'une part et qui repose exclusivement sur des indicateurs financiers, comme par exemple le résultat d'exploitation consolidé, et un intéressement d'autre part au niveau local, au niveau de chaque filiale ou de chaque établissement dans le groupe, qui reposerait sur des indicateurs purement qualitatifs, comme par exemple le taux de satisfaction des clients, les délais de livraison, etc. C'est un schéma qui fonctionne bien parce qu'il permet d'associer les salariés et de les intéresser non seulement à un niveau local, au niveau de leur unité de travail, mais plus généralement de renforcer le sentiment d'appartenance et donc la cohésion et l'image de marque du groupe. Il existe d'autres avantages que l'on peut évoquer rapidement. Par exemple, s'agissant de la mise en place d'un plan d'épargne, il est beaucoup plus simple administrativement de gérer un plan d'épargne unique mis en place au niveau du groupe plutôt que de multiples plans d'épargne mis en place dans chaque entreprise séparément. Alors oui, je pense qu'il va y avoir encore des changements dans les prochaines années. C'est vrai que l'épargne salariale est un thème qui retient beaucoup l'attention des pouvoirs publics ces dernières années, puisqu'il ne se passe pas une année sans qu'il y ait un changement plus ou moins important dans les textes relatifs à l'épargne salariale. Globalement, le mouvement est celui d'une libéralisation des textes relatifs à l'épargne salariale, avec par exemple la possibilité de mettre en place un intéressement annuel et non plus un intéressement nécessairement triennal, les exonérations de forfait social en dessous de certains seuils d'effectifs, ou encore la possibilité de mettre en place un intéressement unilatéral dans les plus petites entreprises. Ce mouvement va peut-être se poursuivre puisqu'aujourd'hui la question du pouvoir d'achat est au cœur de l'actualité et dans le débat public. Et à côté de cela, il y a vraiment une exigence de partager plus entre les bénéficiaires et de partager mieux, notamment en intégrant de nouveaux indicateurs extra-financiers, comme par exemple des indicateurs RSE, environnementaux, etc. Donc je pense qu'il va encore y avoir des changements dans la réglementation en matière d'épargne salariale, ce qui ouvrira de nouvelles opportunités pour les entreprises et pour les groupes dans ce domaine.